Voilà, je suis Aurélie Michel, je travaille à l'ONERA, au département d'optique, que vous avez déjà vu ce matin avec Julien Layani. Mais je travaille à Toulouse, plutôt dans l'équipe POS. Et avec mes collègues Laure et Xavier, on a été impliqués dans le projet ThermoCity. Et donc, vous avez vu plein de cas d'usage de la donnée spatiale durant ces 2 jours. Et moi, mon but, c'est aussi de vous montrer avec ThermoCity quelle démarche a été mise en place derrière dans ce projet pour en fait optimiser l'usage de la donnée spatiale pour les milieux urbains. Donc, on s'est associé avec énormément de personnes et je les remercie pour les travaux. Donc voilà, le contexte, vous le connaissez déjà, plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans les milieux urbanisés, avec une augmentation d'ici 2050 à 70%. Si on passe au risque en été, on sait les fréquences et l'intensité des vagues de chaleur, ça va être en augmentation au cours du temps. Je vous ai illustré vite fait des articles médiatiques sur 2022 et ce qui va se passer après, notamment une estimation de 11 000 morts l'été dernier dû aux vagues de chaleur. En ville, on est soumis, comme vous connaissez, au phénomène d'îlot de chaleur urbain qui va aggraver en fait ce genre de phénomène. Et donc, on va faire face à tout ça, ça entraîne des enjeux au niveau de la santé publique, des enjeux sur la consommation énergétique et économique, bien sûr, et tout un aspect politique. Donc, ThermoCity. C'est un projet donc labellisé SCO, comme l'a dit Xavier, qui a démarré fin 2020 et qui s'est terminé là en septembre dernier, qui est dirigé donc par le laboratoire d'observation de la Terre du CNES. Et son objectif principal, en fait, c'était de répondre en fait à la problématique de l'adaptation des villes au changement climatique grâce à la donnée spatiale et grâce aussi à la donnée thermique. En fait. Donc les territoires d'expérimentation, je vous les ai mis sur la droite, 5 métropoles françaises. Et donc les 2 plus grosses métropoles de la région Occitanie représentées. Et on avait une volonté en fait d'impliquer les acteurs institutionnels pour comprendre leurs besoins, surtout pour que on puisse utiliser la donnée spatiale à bon escient, qu'elle puisse vraiment répondre. Et donc il y a eu des organisations en 2021 d'ateliers d'animation. On a sensibilisé à la donnée thermique, à la donnée spatiale, et on a récolté les besoins. Ces besoins se sont faits avec Strasbourg, Toulouse et Montpellier, et Aix-Marseille nous a rejoint dans le projet plus tard. Donc les données thermiques, comme je dis, qui étaient les données principalement identifiées dans ThermoCity, elles sont complexes. Je ne vous dirai pas le contraire, et mes collègues de l'ONERA ne diront pas le contraire, elles sont complexes à traiter. Leur avantage, c'est qu'on a une mesure directe de la température de surface en ville, et donc qu'on peut dériver l'îlot de chaleur urbain de surface, et je répète bien que ce n'est pas l'îlot de chaleur urbain avec la température de l'air, mais je pense que la plupart des personnes ici le savent. Donc, mais il faut bien le dire, et on l'a dit aux collectivités aussi. Donc les données thermiques qu'on a utilisées, c'est Aster sur la période 2003-2020, qui est un capteur à 90 mètres de résolution spatiale, EcoStress, 70 mètres de résolution spatiale sur la période 2018-2020. On a fait des régions d'intérêt de 100 km et on a environ 10 images par métropole. La couverture nuageuse, elle réduit énormément la disponibilité des images. Sans nuages, donc voilà, et on a fait du jour-nuit et de l'été-hiver. Donc voilà, le traitement des données thermiques, il est complexe. Donc il y a eu une création de séries temporelles recalées sur Sentinel-2 pour pouvoir vraiment avoir cette stack, cette pile temporelle et tout. Donc là, il y a eu un énorme effort de la part du CNES, surtout sur EcoStress, pour pouvoir faire des corrections géométriques. Vous avez une illustration en haut à droite. Et nous, à l'ONERA, après, on est parti sur la correction atmosphérique, où Météo France nous a fourni des profils Atmo pour affiner en fait la correction atmosphérique des données. L'estimation de la température de surface, qui est compliquée en milieu urbain. Donc on a mis en place aussi une méthode basée sur une publication pour pouvoir améliorer cette température de surface en milieu urbanisé. Et aussi, on sait que la résolution spatiale est assez grossière encore en ville, donc on a eu aussi des travaux internes qui nous ont permis de faire de la désagrégation des données Aster de 90 mètres à 30 mètres. Et je vous mets une illustration là sur la droite, sur le grand rond, notamment pour voir l'effet d'amélioration de facteur 3. Donc les axes stratégiques définis avec les métropoles, ces 3 axes qui sont ressortis des discussions, des ateliers. Donc les anomalies thermiques, avec un beau détecteur de secteur tertiaire sur Toulouse. Les évolutions, occupation du sol, imperméabilité, artificialisation. Donc là, vous avez le produit Copernicus Imperviousness Density illustré, et les îlots de chaleur urbains
à la fois air et à la fois surface. Donc je vais vous mettre un panorama d'illustration de ces axes-là. Donc les anomalies thermiques, le CNES a développé un outil opérationnel qui récupère donc les données de température de surface et qui est capable de détecter les points chauds et les points froids et de les contextualiser avec OpenStreetMap, donc en regardant le gradient dans les directions. Donc vous voyez toutes les anomalies thermiques sur Toulouse, la contextualisation et ce que ça fait quand on regroupe toutes les séries temporelles ensemble. Donc les principales conclusions, c'est que les grandes zones commerciales et industrielles, elles ressortent énormément. Et il y a des points critiques, il y a des anomalies thermiques qui sont difficilement compréhensibles, en tout cas qui semblent physiquement pas explicables, mais qui peuvent être dues en fait à l'émissivité derrière des matériaux, l'orientation des surfaces ou encore la qualité radiométrique des images natives. Strasbourg avait envie de ça sur son bâti public. Donc il y a eu un cas d'application sur la ville et malheureusement on a détecté seulement 20 bâtiments sur les 1000 qui ont été fournis. Pourquoi Parce que la résolution spatiale des images, en fait, c'est la limitation majeure de cet outil et de cette application. La résolution spatiale des images de température de surface, même à 30 mètres, n'est pas suffisante pour aller plus loin. Donc c'était là que ce qui était le moins fructueux du projet. Pour l'occupation du sol, à objectif imperméabilisation, artificialisation et suivi, il y a eu le produit Imperviousness Density Copernicus qui a été utilisé à grande échelle pour voir cela. Mais après, le CNES a fait du suivi à très fine échelle. Donc, ils ont utilisé des données Pléiades, donc très haute résolution spatiale, pour pouvoir dériver l'occupation du sol. Et donc, ils ont recalé sur la BD ortho de l'IGN, fait du pan sharpening et de la correction atmosphérique. Et ils obtiennent, donc là, c'est une illustration à partir de la donnée Pancro, le modèle numérique de surface et le modèle numérique de hauteur. À partir de cette donnée 3D, en fait, ils ont une méthode de classification qui est l'outil Urban Tools, qui permet donc de faire 5 classes d'occupation du sol et ils vont distinguer donc la végétation haute et la végétation basse, qui est un indicateur important pour les collectivités. Donc ils ont développé cet outil de suivi de la végétation 3D au sein du projet. Pour toutes les villes, bien sûr. C'est un peu surreprésenté Toulouse, là vous allez voir, mais toutes les villes sont concernées. Donc pour l'ICU et l'ICUS, c'était plutôt voir diagnostic multi-échelle et voir un peu la végétation et la température de surface. Donc là, vous avez une illustration à l'échelle de la métropole de la température de surface, à l'échelle IRIS aussi, administrative de ça, et on peut aller jusqu'au quartier. Donc là, vous avez une illustration sur Montpellier où ils ont regardé selon les quartiers, en fait, la moyenne de la température pour voir où c'est les quartiers où ça pouvait être plus chaud que d'autres, et aussi regarder un peu l'influence de la fraction de végétation. Notamment, là, vous avez une illustration sur le quartier Antigone. Donc ça, c'était une demande de Montpellier Métropole, et donc ces outils-là de suivi de la végétation en relation avec la température de surface ont été développés pour toutes les villes. Ensuite, on était capable aussi, et c'était une volonté de voir aussi la comparaison entre la température de l'air et la température de surface, parce que comme je vous dis, c'est pas les mêmes paramètres, et faire des simulations, donc Météo France, avec Météo France, de climat futur. Donc là, c'est le réseau de température de l'air sur Toulouse, où il spatialise la donnée de température de l'air. Et là, on a fait une comparaison rapide de température de surface à 70 mètres de résolution spatiale et de température de l'air. Et encore une fois, vous pouvez voir que même s'il y a des corrélations, c'est pas et non plus du tout le même paramètre, autant en amplitude qu'en variabilité spatiale. Et ça nous permet de sensibiliser aussi à ce problème-là pour pas qu'on fasse la confusion. Et ensuite, là, vous avez une modélisation de l'îlot de chaleur urbain sur Strasbourg, où ils ont ajouté 20% de végétation à Météo France, et ils ont regardé ce que ça pourrait donner, et aussi voir en fonction des trajectoires d'émissions, les scénarios GIEC, ce que ça pouvait donner. Ensuite, on est allé un peu plus loin, on a voulu prendre en compte des données sociales. Peut-être que la personne qui travaille aux États-Unis connaît ce genre d'indicateur. Donc, le indicateur de vulnérabilité à la chaleur, le HVI, qui en fait pondère 3 catégories ensemble, qui s'appellent l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation. Donc, l'exposition, en gros, ce sont les variables qui vont montrer quand est-ce que vous allez être soumis à de la chaleur. La sensibilité, toutes des données sociales selon votre âge, votre état de santé. Est-ce que vous allez être
plus à risque de subir la chaleur, et la capacité d'adaptation qu'on appelle la résilience, et qui donc, si vous êtes plus pauvre que d'autres, malheureusement, ça va être beaucoup plus dur de faire face à ça, ou encore la fraction de logement, l'énergie en fait du bâti. Donc on a pondéré ces indicateurs ensemble à l'échelle IRIS, et là vous avez une illustration de Toulouse de ces indicateurs-là. Donc le plus jaune, c'est les zones en fait qui vont être plus à risque de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que les autres zones ne sont pas en situation de vulnérabilité, mais ça permet d'identifier celles qui sont le plus prioritaires sur un territoire donné. C'est basé sur le Z-score et tout, des variables d'entrée. C'est beaucoup utilisé aux États-Unis, notamment sur New York ou Los Angeles, où par exemple à New York ils ont développé suite à ça une application mobile pour faire du volontariat en fait des voisins, de se checker entre nous dans des quartiers quand il y a des vagues de chaleur qui arrivent. Il faut donc par exemple, si vous avez une exposition très élevée, vous allez pouvoir essayer de mettre en place des stratégies long terme de plantation d'arbres. Ou si vous avez une sensibilité très élevée, vous allez pouvoir mettre en place des centres climatisés aussi, notamment. Donc c'est un outil de discussion hyper important qui simplifie un peu l'information, et ça va potentiellement influer sur des stratégies d'adaptation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats, ça dépend des entrées que vous allez mettre dans votre outil. En fait, la température de surface, prendre celle de nuit, à quelle heure elle est... Et ça va dépendre de la méthode de pondération quand vous additionnez les indicateurs entre eux. Est-ce que vous allez pondérer une catégorie plus qu'une autre? Est-ce que vous allez faire une pondération égale? Et ça va dépendre bien sûr de l'échelle d'analyse aussi, la résolution spatiale, à quelle échelle vous allez analyser cela. Et aussi le traitement de la donnée sociale. On ne peut pas forcément se permettre de prendre la donnée sociale brute, il faut savoir l'analyser aussi. Donc c'est un outil qui est à consolider pour aller plus loin, mais en tout cas c'était hyper intéressant d'aller plus loin que la donnée thermique et de voir aussi avec des données sociaux ce qu'on pouvait essayer de faire. Donc les conclusions et perspectives de Thermocity, c'est qu'on a vraiment collecté les besoins des utilisateurs, des gestionnaires du territoire pour essayer de les aider grâce à la donnée spatiale. Il y a vraiment eu un effort pluridisciplinaire, voire même interdisciplinaire, pour reprendre la sémantique de ce matin, pour pouvoir en fait répondre à des besoins. La collection d'images thermiques, elle est à qualité améliorée et contrôlée. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des masques de qualité qu'on a générés aussi sur ces images-là pour aider à montrer aussi les zones où il faut faire attention à la fiabilité de la donnée. Et c'est donc un Analysis Ready Dataset, comme on appelle, qui est en open access grâce au pôle TEA. Je remercie encore Isabelle pour ses efforts l'année dernière pour pouvoir aider à ça. Et donc, plusieurs outils développés, comme vous voyez, c'est vraiment un large panel de données qui ont été prises en compte dans Thermocity, que ce soit climato, que ce soit sociaux, que ce soit télédeck optique, télédeck infrarouge thermique, pour pouvoir répondre aux besoins, et qui sont maintenant disponibles pour aller plus loin. Et donc voilà, donc ce que je dis, on a voulu élargir et aller plus loin et prendre en compte les données sociales, et donc on est dans un prototypage de produits dérivés de la donnée thermique grâce à ça. Et on peut aussi dire qu'on va préparer de futures missions spatiales, parce qu'on a travaillé sur des données haute résolution, mais il y a Trishna qui va arriver avec une meilleure répétitivité, une meilleure résolution spatiale. Donc ce qu'on a fait ici, ça peut aider à des traitements pour la donnée Trishna en ville, et aussi Co3D, qui aura une meilleure résolution spatiale que Pléiade. Donc les outils aussi, on pourra les retransposer à Co3D. En termes de perspective, comme je vous ai dit, la résolution spatiale des données en infrarouge thermique, c'est encore un frein à des applications à fine échelle. Donc je vais prêcher pour ma paroisse, mais on continue les travaux avec le CNES et en collaboration avec l'équipe traitement du signal à Toulouse, à l'IRAP, pour un sujet de thèse là-dessus, qui est accessible sur le site de TEA aussi. Donc voilà, si vous avez des étudiants ou des étudiantes, vous pouvez leur parler du sujet ou venir me voir. Et ensuite, l'interdisciplinarité, elle est vraiment nécessaire, ça a été dit ce matin, notamment avec les sciences humaines et sociales. Et donc là, il y a des collaborations à faire fructifier. Et là aussi, il y a le défi clé région. Donc je ne sais pas si tout le monde ici, dans la région Occitanie, est au courant, mais il y a le défi clé région observation de la Terre et des territoires en transition qui a démarré l'année dernière, avec Najla
Poitiers du LIST, qui est ici présente, je co-anime le groupe de travail milieu urbanisé. Et donc je fais un appel, si vous êtes dans des laboratoires de la région Montpellier-Rennes, parce qu'on a beaucoup de personnes de Toulouse, mais pas beaucoup de Montpellier malheureusement, et vous travaillez sur les milieux urbains et vous voulez participer à la construction de projets scientifiques et tout, venez nous voir et vous abonner et tout. L'année 1, pour l'instant, c'est sur la fédération et l'interconnaissance. Voilà, pardon, oh là là, je parle trop, je pensais pas. Et donc voilà, mais je fais un appel, vous pouvez venir nous voir avec Najla. Et donc voilà, parce qu'on manque de personnes de la région de Montpellier. Et bien sûr, étendre à d'autres territoires et aux petites communes qui n'ont pas les mêmes moyens, l'outre-mer, pays du Sud. Voilà, merci beaucoup.